Bonjour, bonjour à toutes et tous. Bienvenue. J'imagine que la semaine prochaine, un certain nombre d'entre vous sera sous d'autres cieux, en vacances, en congé. C'est les congés scolaires, donc je ne sais pas. J'imagine qu'il y aurait une petite déperdition. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous voir fidèle au poste. Fidèle au poste et donc les deux leçons précédentes nous ont permis d'esquisser l'arrière-plan de la pratique sacrificielle publique athénienne avec la rhétorique d'Alexandre, qui était en ouverture de ce cours, qui évoquait les hieras, les cultes traités dans les instances officielles. Et la semaine dernière, outre l'affaire des hermocopides que j'ai développée de façon un petit peu plus approfondie, il y avait également, dans le registre des sacrifices officiels, le calendrier dit de Nicomachos, calendrier sacrificiel donc, qui concernait aussi ce type d'offrande. Aujourd'hui, je vais me déporter quelque peu en vous parlant tout d'abord d'histoire de famille. On va changer un petit peu de registre, en tout cas très provisoirement, d'histoire de famille dans l'Athènes du milieu du IVe siècle, avant notre ère bien sûr, et ces histoires de famille sont en fait des contentieux qui sont liés à des problèmes de succession dont la mémoire a été conservée par les discours des orateurs, puisque ces problèmes de succession ont fait l'objet de procédures judiciaires. Car il est vrai qu'en un temps, celui dont je vous parle, où l'identité civique ne se livrait pas par l'intermédiaire d'un registre centralisé, faire valoir ses droits sur un héritage pouvait poser problème et imposer surtout devant la Cour de reconstituer certaines étapes de ce que j'appellerais avec mon collègue Jean-Baptiste Bonnard la fabrication du citoyen. En Grèce ancienne, un citoyen, ça se fabrique. Et les cas que je vais aborder concernent majoritairement des hommes mâles, et c'est pourquoi je parle d'Athéniens, et j'aborderai la semaine prochaine la question de la citoyenneté des Athéniennes, donc des femmes. Mais l'important pour moi, en orientant mon propos dans cette direction, c'est que la réflexion sur la citoyenneté apporte un éclairage intéressant à la problématique de la Grèce comme culture sacrifiante, qui est mon sujet, à hauteur de cité. C'est une pierre de touche, si vous voulez, extrêmement féconde pour penser la problématique qui est la mienne. Mais avant de plonger dans les conflits familiaux que je vous ai annoncés, je voudrais simplement faire quelques rappels et donner quelques précisions. Le cœur, évidemment, du statut de citoyen en Grèce, c'est l'appartenance à une polis, une cité, et le nom du citoyen, polites, dérive du nom de la polis. Donc se dire polites, citoyen, c'est ce qu'on va traduire, implique à la fois des conditions qui vont rendre ce statut possible, mais aussi des obligations et des avantages liés à ce statut. Il y a donc deux volets dans le profil du polites. Dans notre vocabulaire moderne, pour parler des avantages et des obligations, on parlera volontiers de droits et de devoirs. Ce n'est pas tout à fait le vocabulaire qui est utilisé dans l'Antiquité, mais je dirais que l'idée est très proche. Lors de cette leçon d'aujourd'hui, je vais me pencher sur le premier volet, surtout, à savoir donc celui des conditions de la citoyenneté, des conditions qu'il faut remplir, mais dans ces quelques précisions liminaires, je voudrais dire un mot aussi sur le deuxième volet, celui des implications de la citoyenneté. En fait, ces implications apparaissent très clairement dans un plaidoyer, puisque ce sera ma source principale aujourd'hui, dans un plaidoyer politique, donc un registre un tout petit peu différent des plaidoyers civils dont je vais vous parler dans un instant,
Un plaidoyer politique mis au point par Démosthène pour l'un de ses clients au milieu du IVe siècle, on est en 352-351. Parlant d'un certain Charidémos, dont vous voyez le nom ici, Charidémos étant un mercenaire originaire de l'île d'Eubée, donc au nord de l'Attique, le plaideur rappelle qu'il a obtenu, ce Charidémos, la citoyenneté athénienne pour service rendu. Et je reprends la lettre des propos du plaideur, je lis avec vous. Athéniens, nous avons fait de Charidémos un citoyen, vous voyez, le terme est polites, et par un tel présent, nous lui avons donné en partage les hiéras, les nomima, les hiéras, les hosia, les nomima, et tout ce à quoi nous avons part nous-mêmes. Donc, je vais traduire les termes qui sont en italique, mais la citoyenneté est donc ici explicitement conçue comme un cadeau auquel les Athéniens peuvent consentir et qui implique un partage. Un partage, donc c'est le deuxième volet, les avantages du statut. Celui, alors, des affaires des dieux, les hiéras, celui des affaires de la cité sous le regard des dieux, les hosia, et toutes choses, donc, ces hiéras et ces hosia dont j'ai parlé il y a 2 semaines à propos de la rhétorique d'Alexandre, et à ces 2 dimensions, Démosthène ajoute les nomima, à savoir les traditions coutumières et les lois qui forment le filet régulateur dans lequel s'inscrit la vie civique. Donc, si je vous livre quelque chose d'un peu mieux construit avec la traduction, voilà comment on pourrait lire le document. La citoyenneté se définit dès lors dans ce plaidoyer en termes de participation et de partage de la vie collective. C'est tout aussi explicite dans un autre discours de Démosthène, qui cette fois est un plaidoyer civil, donc un particulier qui plaide, un plaidoyer qui concerne un certain Euxithéos, donc c'est le nom du plaideur, et Démosthène lui a écrit le discours, et cet Euxithéos a perdu son droit de cité. Il a perdu son droit de cité, et je reviendrai sur le cadre de cette dégradation statutaire tout à l'heure en conclusion. Mais ce qui m'intéresse à ce stade, ce sont encore une fois les implications de la citoyenneté qu'évoque le discours en question. Et Euxithéos, donc, tout au début de son discours, reconnaît qu'effectivement, si on a obtenu le droit de cité en fraudant, si je puis dire, il est juste effectivement qu'on en soit déchu. Et c'est ce qu'il dit. Vous devez, à ce que je crois, réserver votre colère à ceux qui ont été convaincus d'être des étrangers et sans l'avoir obtenu de vous, ni même vous l'avoir demandé, en procédant par intrigue et par la force, d'avoir eu part, et voilà donc la partie du texte qui m'intéresse, d'avoir eu part à vos cultes, on retrouve les hiéras, et à vos activités communes, cette fois-ci, ce sont les koinas, donc le koinos, ce qui est commun. On retrouve donc à faire des dieux les cultes et une sorte donc de synthèse de ce que Démosthène tout à l'heure appelait les hosia et les nomima, à savoir les koinas, les affaires communes. C'est une sorte de synthèse de ce qu'il disait autrement dans l'autre discours. Tout comme dans la rhétorique d'Alexandre, où nous avions vu que les hiéras, les affaires des dieux, arrivaient en tête des points à traiter par le Conseil et l'Assemblée, ces hiéras sont aussi premiers dans l'énumération des avantages que donne la citoyenneté. Cette dernière, la citoyenneté, se définit donc moins en termes, en tout cas dans ces textes-ci, en termes de statut au sens strictement juridique du terme, même si l'appellation est commode, et vous verrez que je parlerai de statut très souvent, mais ici on a une définition par la participation au culte et aux affaires communes, donc aux affaires publiques. Mais, vous ai-je dit tout à l'heure, je vais surtout m'attacher aujourd'hui au premier volet de cette citoyenneté, à savoir les conditions mêmes qui permettent d'être citoyen.
En effet, on voit ici que Xithéos, donc dans ce plaidoyer contre Boulides, j'aurais dû mettre le contre Boulides, on voit que Xithéos a perdu son statut. Donc c'est possible de le perdre, c'est un risque réel. Donc on voit bien qu'il faut qu'on embrasse ces données de façon globale. Alors, je vous annonçais des affaires de famille, nous y arrivons. En effet, avant donc de revenir à Xithéos et à la perte de son statut en conclusion, je m'arrêterai à un autre plaidoyer de Démosthène dont je dois vous livrer le contexte. Ce sera un petit peu long, mais c'est important pour comprendre la portée des arguments, il faut comprendre dans quel cadre on se situe. Au milieu du IVe siècle, en fait, à Athènes, donc, puisque nous sommes toujours à Athènes, un certain Agnias, vous voyez son nom ici, décède sans héritier et laisse une succession qui va donner lieu à plusieurs procès. Je n'évoquerai que le procès dont un discours transmis par le corpus démosthénien, donc à nouveau Démosthène, porte la trace. Alors les spécialistes de Démosthène ne s'accordent pas complètement sur la paternité de ce discours, mais bon, par facilité, j'ai indiqué Démosthène, ça n'a pas vraiment d'incidence sur mon propos. Et donc on se place, voilà, la date aussi est discutée, vers 370 ou 340, bon voilà, selon qu'on l'attribue à Démosthène ou pas, la date peut bouger, mais encore une fois, ça n'a pas d'incidence sur mon propos. Et je vous propose un arbre généalogique, parce qu'il faut évidemment, pour comprendre une succession, il faut avoir un arbre généalogique sous les yeux, et je l'emprunte au volume des discours de Démosthène, qui ont récemment paru, un volume qui a récemment paru aux Belles Lettres sous la direction de Pierre Chiron, le même qui avait édité la rhétorique d'Alexandre. Donc, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Le plaidoyer est prononcé par Sosithéos. Il est en bleu. J'ai mis des couleurs pour que ce soit plus facile à suivre. Le père de Boulides III, qui est en vert clair. Ce dernier a été adopté par son grand-père, Euboulides II, que vous avez ici, qui n'avait pas eu de fils. Vous remarquez que Boulides, il a juste une fille qui s'appelle Philomaché. Donc dans ce cas-là, évidemment, pour avoir un fils dans sa succession, il faut l'adopter, même si c'est son petit-fils. Et donc, ces deux hommes, Agnias et Euboulides, sont donc cousins, puisque c'est le mort, lui, le défunt. Ils sont donc cousins sous-germains. Quant à Philomaché II, donc, qui est ici dans un jaune un peu passé, elle était ce qu'on appelle une fille épiclère, c'est-à-dire la seule héritière de son père. Elle avait été reconnue comme telle sous l'autorité de son mari, puisqu'évidemment une fille épiclère est mise sous l'autorité de son mari, Sosithéos, et lors d'une procédure antérieure, cette Philomaché avait obtenu l'héritage. Elle avait obtenu l'héritage d'Agnias, mais cette décision a ensuite été contestée par Théopompe, ici, qui relève d'une autre branche de la famille, et Théopompe qui mourut en laissant un fils que vous avez ici en mauve, qui s'appelle Macartatos, contre qui la procédure dont je vous parle est engagée. Vous voyez que le titre principal, c'est « Contre Macartatos ». C'est Sosithéos, donc en bleu, qui prononce le discours, à savoir le père biologique de Boulides III, petit-fils de Boulides II. Ça va, vous suivez ? Il entend prouver que sa femme, Philomaché II, est la seule héritière légitime d'Agnias II, puisqu'elle fait partie de la même branche de la famille par sa grand-mère, dont elle a même le nom, dont elle porte le nom. Il conteste pour cela, donc Sosithéos conteste le droit de cette branche-là à revendiquer l'héritage, et donc pour lui, Macartatos n'a aucun droit à faire valoir, parce que seuls, finalement, sa femme et son fils sont de la même maison qu'Agnias. Vous voyez cette notion aussi de maison.
Donc, pour lui, pour Sosithéos, Makartatos doit rendre l'héritage qui a été usurpé par Théopompe et qui est passé à son fils Makartatos. Et donc, Sosithéos plaide en faveur de son fils, Eubulides III, et certains des arguments qui sont déployés dans ce discours, centrés sur la paternité et la légitimité, m'intéressent pour le propos que je poursuis aujourd'hui. Alors, le premier argument qui va être invoqué par Sosithéos tient à l'introduction d'Eubulides III dans la fratrie de son grand-père, Eubulides II, qui est la même fratrie que celle d'Agnias II et d'ailleurs de Théopompe et Makartatos. Ce qui est important pour la suite, vous allez voir. Alors, qu'est-ce qu'une fratrie ? Une fratrie, c'est quelque chose d'institutionnel, ce n'est pas simplement le terme tel que nous l'utilisons nous. C'est un groupe qui est reconnu par la cité et dont le nom même, comme celui d'autres groupes du même type que l'on trouve ailleurs, et vous verrez, j'aurai l'occasion de revenir sur cette autre notion qu'est la patra, on voit bien que le nom de ces ensembles renvoie au lignage masculin, que ce soit par les frères ou par les pères. Donc on voit bien que là, on est dans la fabrique du citoyen, la fabrication du citoyen, comme le dit Jean-Baptiste Bonnard, en lignée paternelle. Donc ce groupe, ces groupes, les fratries, sont des ensembles de parenté élargies, sans doute pour partie reconstruites. Ce n'est pas toujours uniquement une parenté strictement biologique, même si c'est le cas dans le cadre de ce discours. Mais bon, globalement, les critères de la composition des fratries, c'est un problème très compliqué. Et si la chose vous intéresse, je vous renvoie au livre qui fait foi sur ces questions, qui fait autorité plutôt que foi, celui de Stephen Lambert. Je reviens à mon schéma. C'est donc au sein de sa fratrie qu'Eubulides II a introduit son petit-fils, Eubulides III. Le discours ne le dit pas, mais la démarche est associée à la fête que l'on appelle les Apaturia, qui est précisément, qui est en fait célébrée, donc vous voyez le terme ici, Apaturia ou Apaturi si on francise, qui a lieu au mois, je vous ai remis le calendrier des mois athéniens, c'est quand même plus simple, au mois de Pianepsion, c'est-à-dire octobre-novembre, donc on est au début de l'automne, et vous remarquez, parce que ça reviendra plus tard, que c'est le même mois des thesmophories dont je vous ai abondamment parlé en 2023. On a donc une fête, les Apaturia, au cours de laquelle les fratries recevaient les nouveaux membres et les inscrivaient. Et à cette inscription dans la fratrie, qui est essentielle, s'ajoute aussi, quand l'enfant a 18 ans, l'inscription dans le dème de son père. Vous vous souviendrez, on en a reparlé la semaine dernière, à propos des piliers maïques qui se situaient à mi-chemin entre la ville et les communautés du territoire extrêmement importante après la réforme de Clisthène, et vous avez ici le maillage du territoire avec tous les dèmes. Et donc, chaque Athénien doit être inscrit dans un dème, et c'est évidemment, ça fait partie de son identité. On comprend dès lors que les fratères, donc les membres de la fratrie, et les démotes, les membres du dème, sont des témoins essentiels dès qu'il s'agit de soutenir devant une cour de justice la légitimité d'un Athénien. Et par voie de conséquence, son titre de citoyen. Et dans le cas qui nous concerne, l'introduction d'Eubulides III dans la fratrie d'Eubulides II, en présence de Makartatos, puisqu'il fait partie de la même fratrie, est un argument extrêmement important pour Sosithéos, qui plaide en faveur de son fils. Et voilà l'argument tel qu'il est déployé. Je lis avec vous ce chapitre, enfin cette partie du paragraphe 14 du discours. Les membres de cette fratrie, celle de Makartatos, c'est évidemment important pour le point, juge, puisqu'il parle au juge, Sosithéos parle au juge qu'il essaye de convaincre,
qui étaient on ne peut mieux au courant des liens de parenté, s'aperçurent que ce dernier, donc Makartatos, ne souhaitait pas courir lui-même de risques et n'écartait pas l'animal sacrificiel de l'autel, comme il aurait dû le faire si l'introduction de l'enfant n'avait pas été légitime. Il se contentait de leur demander de se parjurer. Je vais y venir. Ils prirent alors, donc on parle des fratères, ils prirent alors leur jeton de vote pendant que les offrandes brûlaient, le portèrent depuis l'autel de Zeus Fratrios, donc le protecteur de la fratrie, en présence de Makartatos, et votèrent selon la justice, juge, que l'enfant que voici était introduit dûment et conformément au droit comme fils de Boulydès, donc il y a une adoption du petit-fils par le grand-père, dans la maison d'Agnias. Donc vous voyez, tous les protagonistes sont réunis dans cet argument. On voit donc apparaître ici, dans le cadre de l'introduction d'un enfant dans une fratrie, plusieurs éléments constitutifs de la procédure. Il y a un animal sacrificiel, l'évocation indirecte d'un serment, puisqu'il s'agit d'un... Il y a le risque d'un parjure, ce qui veut dire qu'il faut prêter serment. Il y a des jetons de vote, et il y a l'autel de Zeus Fratrios, donc, je l'ai dit, le protecteur divin, qui est souvent à Athènes, associé à Athéna Fratria, même si ici elle n'est pas nommée, mais je la mentionnerai plus tard. Donc, si on suit bien ce texte, si l'un des fratères conteste la légitimité de l'enfant présenté, le premier geste à effectuer, c'est d'écarter l'animal de l'autel sur lequel il est susceptible d'être sacrifié. En agissant ainsi, donc, le contestataire, celui qui conteste la légitimité de l'enfant, entrave la démarche rituelle qui doit normalement accompagner le vote. Or, et c'est l'argument, Makartatos ne l'a pas fait. Or, s'il avait été convaincu de l'illégitimité de Boulydès III, et qu'il n'en avait rien montré à ce stade, il aurait donc conduit les autres fratères au parjure, puisque manifestement on les fait voter. Donc, le détail n'est pas précisé de ce serment, mais on voit que les jetons sont à l'autel et que c'est en les prenant ou en les déplaçant que, vers une urne sans doute, ou plusieurs urnes, que les fratères vont voter, vont notifier leur décision. Le cadre, donc vous voyez, point très intéressant, puisqu'ici on est dans le cadre d'une inscription dans la fratrie, et on voit que toute la structure du processus est centrée sur un sacrifice. Donc vous voyez pourquoi ça m'intéresse. Le cadre général de ce genre de procédure est esquissé par un autre orateur, et je voudrais vous montrer ce texte également, qui porte aussi sur des problèmes de succession, mais je ne vais pas vous présenter un arbre généalogique à chaque fois, un suffit pour que vous compreniez l'articulation des problèmes. Ici, c'est donc encore une succession, mais c'est celle d'un certain Apollodoros. Il faut simplement savoir que le plaignant affirme avoir été adopté par le défunt, donc Apollodoros, d'où le titre, et qu'il revendique dès lors son héritage, et c'est contesté évidemment. Alors, que nous dit-il? On va lire in extenso, même si c'est un peu long, parce que c'est vraiment essentiel. Et ça vient, en quelque sorte, renforcer ce que nous avons vu chez Démosthène. Donc, à l'époque des Targélies, ou Targelia, si on garde la translittération, il, donc son père, enfin Apollodoros, celui qui l'adopte, c'est pas son père justement, celui qui l'adopte, il me conduisit aux autels parmi les membres de son génos et de sa fratrie. Alors génos, c'est un autre groupement infracivique dont je ne vais pas parler, mais la fratrie est bien mentionnée. La règle est la même pour les uns et les autres, que ce soit donc les fratères ou les génètes. Si quelqu'un présente un enfant né de lui ou adopté par lui, il doit prêter serment sur les parts sacrées. Et vous retrouvez ici le terme donc hiéra que nous voyons passer depuis le début de ce cours. Déclarant que l'enfant qu'il présente a pour mère une citoyenne, c'est évidemment un point sur lequel je reviendrai la semaine prochaine, une citoyenne mariée légitimement, aussi bien s'il s'agit de son propre enfant que d'un enfant adopté. Quand le père a effectué l'introduction, les autres membres n'en procèdent pas moins à un vote. Si la décision est favorable, on inscrit l'enfant sur le registre officiel. Vous voyez, c'est ça l'opération essentielle aussi.
mais jamais avant le vote. Telles sont les procédures minutieuses qu'imposent les statuts parmi eux. Or, tel étant le règlement, et voilà, après la généralité, voilà le cas particulier, tel étant le règlement, les membres de la fratrie et du Génos, parce qu'ils avaient toute confiance en Apollodoros et qu'ils me connaissaient comme fils de sa sœur, donc il adopte en fait son neveu, m'inscrivirent sur le registre après un vote unanime et après le serment prêté par Apollodoros sur les parts sacrées, revoici les hiéras. Donc, manifestement, dans cette fratrie dont on ignore le nom, l'inscription pouvait se faire au moment des Targelia. Targelia, je vous remets le calendrier, là on n'est plus en automne avec les apatouries, mais on est au printemps, au mois Targelion, qui porte le nom en relation avec la fête des Targelia. Il s'agissait d'ailleurs peut-être d'une mesure d'urgence, puisque Apollodoros sentait sa fin proche, parce que tout le problème de ce discours, c'est qu'Apollodoros, il est mort, et donc il ne peut plus témoigner de ses intentions. Parce qu'au moment, donc il a fait le nécessaire pour l'inscription dans la fratrie, mais il y a le problème de l'inscription dans le dème, puisque je vous ai dit que les deux étaient essentiels. Or, il est mort avant que l'inscription n'ait été faite dans le dème. Et ça a compliqué la tâche, puisque Apollodoros n'était plus là pour faire part de ses intentions. Mais il avait parlé de ses intentions à ses concitoyens du dème, et ils ont, ces concitoyens, satisfait à ses volontés, rencontré ses volontés, donc, nous dit Isée, ils décidèrent, d'après ce qu'ils entendirent et ce qu'ils savaient, et après avoir prêté serment sur les parts sacrées, on a de nouveau les hiéras, ils m'inscrivirent conformément aux injonctions d'Apollodoros, tant le fait de mon adoption était de notoriété auprès d'eux. Vous voyez, nous sommes dans une culture, alors certes, Athènes n'est pas un tout petit bourg, surtout au IVe siècle, c'est un centre urbain important, mais à l'échelle d'Édème, on est dans des micro-sociétés du face-à-face. Hein, donc, on connaît, le contrôle social fonctionne. Alors, vous remarquez, depuis tout à l'heure, je parle de serment sur les hiéras, sur les parts sacrées, donc manifestement là, tous les démotes doivent prêter serment, puisqu'ici vous avez un pluriel. L'inscription donc dans la fratrie comme dans le dème passe par le serment du père, en tout cas biologique ou adoptif, mais pourrait bien aussi impliquer un serment collectif vu ce pluriel. Mais je réserve le traitement approfondi de la question du serment qui est absolument essentiel dans mon propos et qui est passionnante dès qu'on réfléchit à la question sacrificielle, mais là ce sera pour la mi-mars, je consacrerai plusieurs leçons à ce thème du serment et de son rapport au sacrifice. Donc je ne m'arrête pas sur cette partie des textes pour le moment. Alors, je quitte la plaidoirie d'Isée pour revenir à celle de Sosithéos écrite par Démosthène, car quelques chapitres plus tard, le plaideur va mobiliser à nouveau l'argument de l'introduction d'Euboulides III dans la fratrie de son grand-père, et il va ajouter un élément qui m'intéresse puissamment, vous allez comprendre pourquoi. Que nous dit Sosithéos? Lorsqu'il, donc, Euboulides III, son fils, lorsqu'il a été introduit, les autres fratères allaient voter à bulletin secret, mais lui, Macartatos, donc, hein, vous vous souvenez, il est là, mais lui, Macartatos, qui n'avait donc pas déjà évacué l'animal au moment où il aurait dû le faire si l'enfant avait été illégitime, mais lui, Macartatos, vota au vu de tous pour que cet enfant soit dûment introduit comme fils de Boulides. Non seulement il ne souhaita pas toucher l'animal sacrificiel, et vous avez ici un terme que vous connaissez bien maintenant si vous me suivez depuis l'année dernière, toireion, hein, l'animal sacrificiel. Il ne souhaita pas toucher l'animal sacrificiel ni l'écarter de l'autel, et il se reconnut ainsi comme responsable. Donc il assume la décision de la fratrie, et c'est ça le point supplémentaire, mais il partit même avec la part de viande qu'il avait reçue de cet enfant, tout comme les autres fratères. Alors recevoir une part de viande de l'enfant, ça ne veut pas dire que l'enfant a donné la part de viande, mais que la part de viande provient de l'animal qui a été sacrifié lors de son introduction. Alors, petit rappel à cet égard, comme on l'avait vu l'année dernière,
les parts de viande forment le troisième terme de la division sacrificielle. Et je vous ai refait un petit schéma. J'aurais voulu ajouter une chèvre, mais je n'ai pas trouvé d'iconographie satisfaisante. Mais bon, il y a les animaux domestiques. Hein. Il y a donc la chèvre, même si elle est parfois un peu sauvage, elle fait partie des animaux de sacrifice. Pour les porcs, la division sacrificielle est plus complexe. Donc ici, voilà, c'est un schéma qui doit juste nous permettre de comprendre ce qui se passe ici. Donc, vous voyez le hiéraïon, l'animal. Or, derrière hiéraïon, vous avez hieros. Hein, c'est vraiment l'animal qui fournit les hiéras. Alors, les hiéras, donc il y a trois éléments qui composent la découpe sacrificielle. Vous avez la part des dieux, dont je vous ai abondamment parlé l'année dernière. Vous avez aussi les viscères, qui sont des hiéras. Hein, souvenez-vous peut-être, si dans la tragédie, on avait ce merveilleux texte dans l'Électre, où Égiste regarde les hiéras. Et il regarde pour avoir une indication divinatoire, et les hiéras, c'est le foie, c'est la composition des viscères de l'animal. Donc ce sont aussi des parts sacrées, et puis vous avez le reste, c'est-à-dire les parts de viande, et on le voit ici, hein, quand il dit la part de viande, bon, vous voyez, ten merida ton créone, donc la part des viandes, ce que j'ai repris ici. Or, on ne trouve jamais, c'est toujours extrêmement difficile de dire jamais ou toujours, hein, quand on travaille sur l'Antiquité, quand on travaille en histoire globalement, mais disons que dans la documentation qui est disponible, on n'a pas d'attestation de part de viande qui soit qualifiée de hiéra. Donc, on a des créas, donc les viandes, on a des mérides, les parts, on a des sarques, la chair de bovin, comme ça que ça s'appelle. Donc, on a cette division. Donc, les viandes, c'est ce qui reste quand le rituel a pris en charge ces parties, ces parts sacrées. Donc, tout ceci, ça revient aux humains au terme de l'opération, et ils mangent soit sur place, soit ils emmènent les parts. Et dans le cas qui nous occupe, ils les emmènent. Il partit même avec la part de viande qu'il avait reçue de cet enfant. En l'occurrence, donc, ce sont les fratères qui sont les destinataires de la distribution de viande en tant que membres du groupe sacrifiant, tout en confirmant le statut de l'enfant, dont l'introduction, vous remarquez, se construit autour de la manipulation du corps de l'animal sacrificiel, que le père a apporté pour l'occasion. La reconnaissance donc, de cette introduction par Macartatos dans les arguments du plaideur est accréditée à deux moments de la fête sacrificielle. Lorsque la bête est amenée à l'autel, puisqu'il ne l'a pas éloignée, il n'a pas touché, il ne l'a pas éloignée, et lorsque les viandes sont distribuées, puisqu'il a accepté sa part et l'a emportée. Il a donc exprimé par son geste à deux reprises la portée de son vote et donc le statut de l'enfant introduit, du jeune introduit. Et donc, il y a une dimension juratoire aussi, mais dont je reporte le traitement plus tard. Donc l'animal concerné, on le voit, c'est le hiéraïon, hein, vous l'avez vu sur mon petit schéma. Mais dans le cas qui nous occupe, cet animal peut aussi porter un nom plus spécifique, et on le voit ici dans une glose, alors certes d'un lexique byzantin, mais vous allez voir qu'on va revenir à l'époque classique. C'est juste pour la facilité de la définition. Donc ici, vous avez le terme koureion, avec cette explication de dictionnaire. Ainsi appelle-t-on en attique l'animal sacrifié au moment où les jeunes gens sont inscrits parmi les fratères. Donc on a cet hiéraïon qui est appelé koureion. Et ceci est confirmé par un autre discours d'Isée sur une autre succession, celle de Philoctémon. Là encore, l'affaire se joue entre l'enfant adoptif de ce Philoctémon, qui réclame l'héritage, et de supposés fils légitimes du même Philoctémon, qu'une maîtresse peu scrupuleuse essaye de faire passer pour légitime. Ce sont des affaires de famille parfois un peu sordides. Et donc elle a persuadé le père, qui était tellement amoureux qu'il en devenait aveugle, elle a persuadé le père de les présenter dans sa fratrie, mais au détriment des fils légitimes. Et donc le fils légitime s'y oppose, et
ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on voit le fils, donc son fils Philoctémon, ne s'y prêta point, les membres de la fratrie s'y refusèrent, donc ils suivent le fils légitime qui porte le nom de son père, et le coureion fut enlevé. C'est-à-dire exactement le même terme que nous avons vu dans l'Etymologicum Magnum. Donc le discours d'Isée ici confirme une fois de plus que l'empêchement de l'opération de l'inscription et de la reconnaissance passe par l'éviction de l'animal sacrificiel au lieu attendu de sa mise à mort. Donc, en fait, l'écartement du coureion chez Isée correspond exactement à l'écartement du hiereion dans le discours contre Makartatos chez Démosthène. Quant au nom même de coureion, en fait, la signification du terme a été élucidée de longue date. En effet, vous avez derrière coureion le verbe keiro qui signifie couper. Et coureion désigne aussi un barbier, un coiffeur, ce qui n'est évidemment pas le cas ici. C'est vraiment l'animal. Et en fait, par Platon, on sait que lors des apatouries, la fête dont je vous parle, donc au mois de Pianepsion, il y avait, donc la fête courait sur 3 jours, comme souvent, et un des jours s'appelait Coureotis. Coureotis, et ce n'est pas que Platon qui l'atteste, on a aussi, et c'est encore plus intéressant pour mon propos, une inscription contemporaine du philosophe, on est au début du IVe siècle, et donc contemporaine aussi de tous ces discours dont je vous parle depuis tout à l'heure. Et c'est un texte exceptionnel parce qu'il nous informe sur le fonctionnement, il nous informe du fonctionnement d'une fratrie, en l'occurrence celle des Demotionidae, comme vous le voyez à l'écran. Et on a conservé une longue inscription avec différents décrets que cette fratrie a émis, puisque ces groupes infraciviques sont comme des cités en miniature, si vous voulez. Elles produisent des décrets à leur échelle. Et parfois, elles ont la bonne idée de les faire inscrire et le temps a la bonne idée de nous les conserver, ce qui n'est pas toujours le cas. Et en fait, on se rend compte derrière tout ce dossier qu'il y avait des membres de la fratrie qui avaient été inscrits sans vote. Donc, ils avaient été inscrits indûment. Et donc, la fratrie doit prendre des décisions, prendre des mesures pour régler ce problème. Et donc, il est décidé, je lis avec vous, à l'avenir que le vote d'admission ait lieu l'année qui suit le sacrifice du coureion. Et vous avez ici, voilà, to coureion tusse, donc tout. Là, vous avez coureion tusse, donc coureion. Donc, qui suit le sacrifice du coureion, le jour dit coureotis, pendant la fête des apatouria. Que le jeton soit pris sur l'autel, donc vous voyez qu'on a à nouveau là la référence à une procédure de vote associée à l'autel. Si celui qui aura été exclu désire en appeler devant les Demotionidae, qu'il puisse le faire. Donc il s'agit du même processus que documentent les orateurs, ce qui est toujours intéressant, d'avoir une convergence entre des types documentaires différents. Mais qu'en est-il de cette opération capillaire que semble bien induire le nom même de la journée coureotis et de l'animal qui s'appelle coureion, offert à Zeus Fratrios. Alors, si l'on en croit une glose, puisque vous savez qu'on est obligé d'aller chercher des informations dans des périodes différentes, donc ici, Ézéchios va expliquer ce terme de coureotis en disant « c'est un jour du mois Pianoption, au cours duquel on offre un sacrifice à Artémis après avoir coupé les cheveux de la tête des enfants. » Bon, c'est étrange, parce que le coureion, tel qu'on l'a vu jusqu'ici, il est offert à Zeus Fratrios, et sans doute à Athéna Fratria. Toute la documentation dont nous disposons l'atteste.
Cela laisse entendre que l'opération capillaire elle-même n'est pas associée comme telle au sacrifice qui est pourtant appelé Kurayon. Comment comprendre cette apparente dissociation? Pour ce faire, il faut se pencher brièvement sur ce type d'offrande. En effet, l'offrande des cheveux par des jeunes gens et des jeunes filles en des moments de transition biologique ou sociale est une démarche rituelle qui est bien attestée en Grèce ancienne à toutes les périodes. Et les destinataires de ce type de coupe, de tonte parfois, sont des divinités que j'appelle chourotrophes, vous connaissez maintenant le terme, protectrices du développement des jeunes gens, comme Artémis, Apollon ou encore les fleuves, puisque vous savez que les fleuves sont conçus comme des lieux où se manifeste une puissance divine. Et sur ces questions de coupe et de poil et de rasage, etc., je vous renvoie à ce merveilleux livre de Pierre Brûlé qui s'appelle très joliment « L'essence du poil ». Grec, c'est le poil grec. Voilà. Et cette offrande que l'on trouve attestée partout dans le monde grec, de cheveux à des divinités chourotrophes, pourrait d'ailleurs expliquer qu'ici, on ait la référence aux Targélia, parce que les Targélia, c'est une fête d'Apollon. C'est une fête d'Apollon auquel est associée sans doute sa sœur. Mais d'autres cultes liés aux fratries pourraient accueillir cette offrande de cheveux. Et deux documents le laissent entendre. Un document épigraphique, vous voyez, c'est une borne. C'est une borne de sanctuaire qui a été mise au jour sur l'agora d'Athènes. Bon, elle a peut-être bougé, mais c'est là qu'elle a été mise au jour. Et elle est datée des environs de 400, donc vous voyez que j'ai essayé quand même de rester dans cette cohérence chronologique qui est celle des orateurs. Cette borne en soi ne dit pas grand-chose. Vous voyez, c'est sanctuaire du Céphis, de la fratrie Gléontis. Donc on a deux choses là-dedans. On a un fleuve, parce que le Céphis, c'est le fleuve qui, ici, est divinisé. Et on a une fratrie. Bon, c'est ce que nous dit cette borne. Mais si l'on croise cette borne avec un passage de Pausanias, alors là, évidemment, on bascule au IIe siècle de notre ère, on fait un peu le grand écart, mais vous allez voir pourquoi. En fait, le visiteur se situe alors près du Céphis, précisément, le fleuve d'Athènes, et il croise les statues d'une mère et son fils. Cette dernière, donc c'est l'offrande du fils, et l'offrande dédicatoire de l'enfant qui a coupé sa chevelure en l'honneur du Céphis. Vous voyez que c'est ce que écrit Pausanias, et il enchaîne. C'est une coutume établie depuis longtemps dans l'ensemble de la Grèce, dont on trouverait la preuve dans la poésie d'Homère, lorsqu'il dit que Pélée promit, quand Achille serait revenu de Troie, sain et sauf, de faire l'offrande de la chevelure de celui-ci au Spercheios. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement connu. Le sanctuaire du Céphis de la fratrie Gléontis, alors qu'il soit situé près de l'agora ou près du fleuve lui-même, pourrait avoir accueilli l'offrande de cheveux des jeunes gens qui entrent dans la fratrie. En tout cas, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas évacuer. Donc les rituels du jour dit Kuréotis, pendant les apatouries, comportent donc une dimension horizontale qui est de l'ordre du dispositif sociopolitique, le sacrifice pour Zeus Fratrios, qui crée les conditions de possibilité de l'inscription sur le registre de la fratrie et donc les conditions de la citoyenneté, via la légitimité du nouveau frater qui est reconnu par le groupe. Mais, donc là je vous parle d'une dimension horizontale, il y a aussi la dimension verticale qu'on ne doit pas négliger, puisqu'il y a du sacrifice. Un sacrifice qui place la démarche sous protection divine, celle de Zeus Fratrios, qui est à la fois le destinataire du sacrifice et le témoin du serment. Mais encore une fois, sur cette histoire de serment, je reviendrai plus tard. Ce même plan vertical est aussi celui de l'offrande de la chevelure, dont l'initiative revenait sans doute aux familles dans des sanctuaires de divinités chourotrophes. Et dans le cas de la fratrie dont j'ai parlé là, c'était peut-être dans ce sanctuaire du Céphis.
tout cela est bel et bon, mais encore une fois, il faut comprendre la dissociation. Et on voit une nouvelle fois à l'œuvre dans ce petit dossier un des modes du fonctionnement du polythéisme grec dont je vous parle depuis maintenant pas mal d'années. On a un champ d'intervention déterminé. Ici, c'est le passage d'un jeune garçon à l'âge adulte. Ce champ d'intervention est investi par une configuration divine qui mobilise des modes d'action distincts. Vous savez bien que j'aime bien les petits schémas, vous avez Zeus et Athéna en tant que fratrioi, qui sont une déclinaison en fait des cultes de l'Athéna Polias et du Zeus Polieus, sur l'acropole. On voit bien qu'on a une sorte de jeu de miroir à l'échelle des fratries de ce qui se passe à l'échelle de la cité tout entière. Et le sacrifice qui leur est offert et qui accompagne l'inscription du nouveau frater permet de créer les conditions de l'accès d'un nouveau membre à la communauté civique, puisqu'il y a une sanction de la légitimité. Par ailleurs, en tant que chourotrophe, Apollon, Artémis ou le Céphis, ou parfois c'est les nymphes, d'autres fleuves, patronnent la maturation physiologique du jeune homme, dont ils ont favorisé la croissance jusqu'à ce moment particulier qu'est ce que les Grecs appellent l'anthos hebe, c'est-à-dire la fleur de la jeunesse, qui est aussi le moment de la maturité sexuelle. Et donc, vous voyez ici, comme dans ce même champ et ce même contexte appelé choréotis, on a des perspectives différentes. Mais ça permet de comprendre pourquoi, finalement, tout cela est subsumé sous ce même terme de choréotis. Alors, un sacrifice animal pouvait sans doute aussi accompagner l'offrande de cheveux, mais bon, contrairement à l'offrande du koureion, qui était régulée par la fratrie, cette offrande devait être réglée par la famille elle-même et n'avait pas d'implication sociopolitique. Donc on en a moins de traces, il faut bien le dire. En tout cas, ça explique que ça n'apparaît pas dans le discours des orateurs. Un autre silence des orateurs est partiellement comblé cette fois par l'inscription des Demotionidae dont j'ai parlé tout à l'heure. En effet, le dossier des Demotionidae s'ouvre, donc c'est une très longue inscription, je vous l'ai dit, on a vu quelques lignes tout à l'heure, mais le début de cette inscription s'ouvre sur une petite norme rituelle. Et donc ça explique que les 8 premières lignes de cette inscription aient été reprises dans la Collection of Greek Ritual Norms, mais on a repris alors que ces 8 lignes-là. Mais c'est une petite norme rituelle que je lis avec vous, de Zeus Fratrios. Ça veut dire que c'est la stèle de Zeus Fratrios, consacrée à Zeus Fratrios. On peut comprendre ce génitif de différentes manières. Le prêtre, Théodoros, fils de Phantides, a fait graver et dresser cette stèle en guise de rémunération que l'on donne au prêtre ce qui suit, sur le meion, je ne traduis pas, une cuisse, une côte, une oreille et en argent 3 oboles. Bon, il est clair que les parts en question implique que le meion, c'est un animal. Sur le koureion, là, on le connaît, une cuisse, une côte, une oreille, un gâteau d'un chénis, un demi-cousse de vin, en argent, une obole ou une drachme. Le texte est un peu problématique, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Donc la stèle est explicitement présentée comme la propriété de Zeus Fratrios, le dieu protecteur des fratries, et s'élevait dans le sanctuaire du groupe. Comme il est de rigueur donc, dans toutes les normes rituelles qui concernent les prêtres et les sacrifices, l'important c'est la rémunération. Il faut qu'elle soit garantie, avec des offrandes alimentaires carnées ou non carnées. Ici vous avez du numéraire. L'inscription donc fait apparaître le koureion, dont j'ai parlé il y a un instant. Donc on a là l'animal qui est fourni par le père qui souhaite faire inscrire son fils biologique ou adoptif au sein de sa fratrie. C'est ce que Euboulides II a fait avec Euboulides III dans l'affaire de Makartatos. Un autre animal apparaît ici, donc je l'ai dit, le meion, alors que l'on pourrait traduire par le moindre, bon, mais c'est pas très beau, même si la formation du terme n'est pas claire, mais c'est de cet ordre-là.
L'interprétation habituelle de ces deux animaux sacrificiels est de les associer à deux étapes distinctes de l'introduction dans la fratrie. En effet, le meion accompagnerait l'introduction du tout jeune enfant, avec un serment de légitimité de la part de son père, tandis que l'introduction de l'adolescent serait associée au kureion. Et ça, on en est sûr par les différents discours que je vous ai montrés tout à l'heure. Mais le dossier des attestations du meion est confus, puisqu'on n'a rien chez les orateurs. On a des glosses tardives, type Etymologicum Magnum, Hesychius, donc c'est extrêmement difficile de savoir ce qu'il en est. Il n'en reste pas moins que certains passages des plaidoyers donnent à penser qu'un rituel peut intervenir dans la petite enfance, même s'il n'est pas appelé comme tel. Enfin, il n'est pas appelé meion. Ainsi, je vous donne un exemple. Endocide, donc dans un autre plaidoyer, au tout début du IVe siècle, parle en fait d'un nourrisson, donc un enfant qui vient de naître, et que son père refuse de reconnaître. La parentèle de la mère va néanmoins essayer de forcer la reconnaissance. Et donc, nous dit Endocide, et je lis avec vous, les parents de la femme, ayant pris l'enfant, se présentèrent à l'autel avec un animal sacrificiel lors des apaturies, des apaturia. Donc, l'autel, on en est sûr, c'est Zeus Fratrios. Et invitèrent Callias, donc c'est le père présumé, à commencer le sacrifice. De qui est l'enfant demande celui-ci. De Callias, fils d'Hipponikos, lui fut-il répondu. Mais c'est moi-même, dit-il. Eh bien, c'est ton fils. Alors, la main sur l'autel, il jure qu'il n'a et n'a jamais eu d'autre fils qu'Hipponikos, né de la fille de Glaucon, et que s'il ment, il veut périr, lui et sa maisonnée, ce qui ne manquera pas. Donc là, encore une fois, avec cette histoire de serment, ça nous donne du grain à moudre pour la suite de mon cours. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est que la mention des apaturia laisse entendre qu'il s'agit d'une présentation dans la fratrie du père, et tout le contexte montre qu'il s'agit d'un nourrisson. Donc ça veut dire qu'il y a manifestement un moment où un tout jeune enfant peut être introduit dans la fratrie avec une déclaration juratoire de légitimité. Ici, il jure que ce n'est pas lui, que ce n'est pas son enfant, mais qui ne semble pas impliquer une inscription en bonne et due forme sur un registre. Ce qui explique aussi pourquoi, globalement, chez les orateurs, c'est surtout le kureotis qui est mentionné, puisque là, on a une inscription formelle. Alors, les deux types d'animaux sacrificiels, le meion et le kureion, sont cités à d'autres moments de cette inscription, mais bon, on n'a pas le détail. Ce qui compte en fait dans le cadre de ce dossier, c'est précisément l'application des décrets antérieurs concernant l'introduction des enfants, et c'est évidemment, et de la procédure d'admission. Et là, c'est ce qui se passe avec le kureion. Ça, je dirais que c'est vraiment ce moment-là qui, d'un point de vue judiciaire en tout cas, est essentiel. Alors, cette offrande du kureion est donc une étape importante dans la fabrication du citoyen. Et l'inscription des Demotionidae atteste, sous l'angle de l'épigraphie, l'importance des procédures de vérification et de validation du statut de frater. Ce que ce document des Demotionidae nous apprend en outre, c'est la nécessité occasionnelle de mettre de l'ordre dans les listes, en procédant à une vérification qui n'est plus prospective, on voit si un enfant est légitime, mais rétrospective, on essaye de voir si les inscrits sont bien des citoyens. Et dans le cas des Demotionidae, l'inscription fait droit à une procédure exceptionnelle de contrôle qui peut aboutir à l'éradication d'un frater du groupe. Et dans ce cas-là, dans le cas des fratries, évidemment, c'est laissé à l'initiative du groupe de faire ce contrôle. Mais on sait qu'à l'échelle de la cité, il y avait, à certains moments qui sont attestés dans les sources, parce qu'il y a eu une crise, parce qu'il y a eu un problème,
on impose une révision des listes des démotes, donc sur les listes d'Édème. Et ce type d'inspection est documenté donc, par les discours des orateurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait la possibilité de faire appel. Or, on l'a vu aussi dans les Demotionidae, c'est-à-dire au sein de la fratrie, si on vous dit non, non, finalement, vous ne faites pas partie de cette fratrie, vous avez la possibilité de faire appel. À l'échelle de la cité aussi, et a fortiori. Et c'est pour cela que nous en avons la trace dans les discours des orateurs, parce que toute une série de personnes qui ont été éjectées des listes ont protesté et ont fait appel, et donc il y a eu un procès, et donc il y a eu des plaidoyers qui nous ont été conservés. Et c'est à ce moment-ci, je vous l'avais annoncé, que je reviens à Euxythéos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le Contre Boulides de Démosthène, avec donc ce passage que nous avons lu tout à l'heure et que je vous remets sous les yeux, où il définit en quelque sorte les avantages, les résultats de ce statut de citoyen, avoir part à vos cultes et à vos activités communes. Mais que nous dit Euxythéos? En fait, si le discours est contre Boulide, c'est parce que c'est quelqu'un, selon Euxythéos, qui a machiné pour le faire éjecter, qui a comment dirais-je, magouillé, dirait-on, pour le faire éjecter des listes d'Udème. Mais lui, il dit « je suis citoyen ». Et il le dit clairement, Polites, je suis un citoyen. Et je lis avec vous son argumentation. Je ne vous apporterai pas moins toutes les démonstrations convenables. Oui, alors un mot peut-être avant de poursuivre la lecture. Ici, Euxythéos, il plaide pour sa vie. Parce que quand vous étiez éradiqué des listes de citoyens et que vous faisiez appel, si vous perdiez votre appel, vous étiez vendu comme esclave. Donc il y a un enjeu qui est vital pour cet homme, de faire reconnaître son statut. Je ne vous apporterai pas moins toutes les démonstrations convenables, avec témoins à l'appui, comme quoi j'ai été introduit dans ma fratrie, j'ai été inscrit sur la liste des membres d'Udème, comme quoi j'ai été présélectionné par ces derniers parmi les mieux nés en vue d'être tiré au sort comme prêtre d'Héraclès, et j'ai exercé des magistratures après avoir subi l'examen. Ce texte reviendra la semaine prochaine aussi. N'est-ce pas un scandale, juge ? Admettons que j'ai été tiré au sort comme prêtre, puisque j'avais été présélectionné pour cela. Donc il était dans la shortlist, si vous voulez, de ceux qui pouvaient prétendre à la prêtrise, mais finalement, lors du tirage au sort, ce n'est pas lui qui était sorti. Mais potentiellement, il aurait pu devenir prêtre d'Héraclès au sein d'Udème. Et que dit-il alors? Si j'avais été tiré au sort, j'aurais dû en personne procéder à des sacrifices pour ces gens. Et cet homme, donc Euboulides, aurait dû sacrifier avec moi. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes ne me laissent pas sacrifier avec elles. Puisque la citoyenneté, c'est participer au hiéra, c'est ça, au culte. Et il ajoute un peu plus loin, dans je dirais, l'accumulation des preuves en faveur de son statut, quand j'étais petit, pédion, c'est ça, païdion, c'est le petit enfant, ils, donc ses parents, m'ont tout de suite conduit parmi les fratères, ils m'ont emmené au sanctuaire d'Apollon Patrouos et dans tous les autres sanctuaires. D'ailleurs, mon père lui-même, de son vivant, m'a introduit dans sa fratrie en prêtant le serment d'usage, attestant savoir que j'étais citoyen, né d'une Athénienne légalement épousée. Il y a eu témoignage là-dessus aussi. Donc, Euxythéos a été guidé tout jeune vers les autels qui comptent pour exprimer le titre de citoyen qu'autorise l'introduction dans une fratrie. Et d'ailleurs, par parenthèse, le fait qu'il était païdion, petit enfant, conforte peut-être l'hypothèse d'une première introduction avec le méion. Mais un vote du groupe et une inscription formelle ne sont pas encore de mise à ce moment-là, c'est après que l'on a cette inscription avec le coureion. Toutefois, ce texte, comme celui d'Andocy, donc, atteste que la fabrication du citoyen, c'est un processus de longue haleine, qui est ponctué de rituels, qui font partie des nombreux cultes et sacrifices auxquels le citoyen prendra part,
et qui informeront ensuite son titre même de citoyen. Et donc en conclusion, puisqu'il est midi, conclusion toute provisoire, puisque je poursuis ce filon la semaine prochaine, j'espère vous avoir montré la pertinence d'associer dans le titre de ma leçon le sacrifice et la citoyenneté des hommes. Donc, la semaine prochaine, tout en analysant quelques documents supplémentaires sur ce thème, je m'interrogerai également sur l'opportunité de parler de citoyenneté féminine, si citoyenneté il y a dans ces cas-là. Et je vous remercie pour votre attention.